Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée ce soir aux comics La Haute République, phase 3, tome 1. Ici, John Sparrow, Jean en direct de Vancouver. Et pour discuter de ce comics avec moi, je suis en très bonne compagnie car Francis est parmi nous. Bonsoir Francis, comment ça va Francis? Jean, ça va bien, Jean? C'est quoi, j'ai piqué ça à un présentateur de podcast que j'aime bien et à chaque fois qu'il présente les gens, il répète le prénom comme ça et je trouve ça très rigolo. Donc, ouais, pour faire à croire, c'est comme une petite manœuvre psychologique pour faire à croire que tu t'intéresses à l'invité. Tu répètes son nom en continu. Exactement. Donc, ravi d'être en votre compagnie, à toi et aux auditeurs, aux auditrices, pour discuter de ce comics avec toi ce soir et de parler de la Haute République. Oui. Du début de la phase 3, ça va être très très intéressant de se replonger dans... De façon plus positive peut-être que dans notre dernier épisode. On va dire ça, en tout cas dans mon cas. Effectivement, parce que ce soir on va discuter de ce tome-là, donc ceux qui ont l'écran sur YouTube. Donc c'est le dernier tome de Panini qui est sorti en même temps effectivement que le tome jeunesse, donc dont on a déjà fait la critique un peu plus tôt. Donc là c'est le tome adulte entre guillemets, parce que bon, c'est quand même un petit peu tout public on va dire, les comics Star Wars. Mais bon, Marvel et Panini catégorisent ça en tant que comics adultes Star Wars. Donc voilà, mais avant ça, laisse-moi retrouver le logo. Voilà, parlons de notre partenaire littérature pour cette émission-ci. Donc c'est Star Wars Littérature Québec, un groupe Facebook. Donc vous pouvez rejoindre la page et donc suivre un peu leurs news. Là en ce moment, c'est très intéressant parce qu'il y a un podcast, parce qu'ils font aussi des podcasts, Star Wars Littérature Québec, et c'est un podcast sur la duologie MedStar, si j'ai vu. Donc c'est des romans en légende, hein. Donc si vous êtes adepte du légende plus que du canon, depuis Rachat, tout ça, allez les écouter parce que voilà, ils font des podcasts aussi, super sympa. Donc ouais, la duologie MedStar, là, alors je les ai pas lus moi ces bouquins, ça date de la guerre des clones, si je dis pas de bêtises, sur des Jedi médicaux. Bon, bref, donc c'est à ça. Et je crois que qu'est-ce qui parle aussi en ce moment? Il y a des posts, il y a des posts de réception de livres canon notamment. Là, il y a de très très belles photos, dont les dernières arrivées de nos amis québécois qui ont reçu les arrivages de France, les derniers livres Pocket. Et oui, pour ceux qui ne comprendraient pas le contexte, c'est que les livres de Pocket ne sont pas distribués en Amérique du Nord pour une question de droit, d'embrouillage avec ceux qui possèdent les droits en anglais. Mais bon, bref, pour le Canada. Donc voilà, on est obligé de les importer via Internet. C'est toujours intéressant de voir les gens qui, enfin, ont mis la main sur tel roman qu'ils avaient hâte de recevoir. C'est ça, il y a un petit côté plus, je sais pas, c'est un peu le Père Noël est passé, on a reçu notre collier, il y a un petit côté différent de quand tu vas à la librairie puis tu achètes le roman qui est tout simplement sur les tablettes. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, allez rejoindre ce groupe Star Wars Littérature Québec. Avant de passer en hyperespace et de discuter de ce passionnant tome, Francis, est-ce que tu as un petit What's Up Star Wars? Écoute, c'est sûr que le temps que l'émission soit sortie, on enregistre la journée que Skeleton Crew commence, qui ici au Québec, en passant, s'appelle, c'est-tu l'escouade ou l'équipe? En tout cas, l'équipe squelette ou l'escouade squelette, quelque chose comme ça. Escouade, donc, ouais, c'est traduit. Donc, ça sera ça mon WhatsApp de voir qu'encore une fois, on a relancé le débat sur les traductions de titres et compagnie. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le cas, jusqu'à maintenant, de Disney+, il n'avait jamais traduit, bon, évidemment, Andor, c'était le nom du gars, bon, c'est correct, mais de Mandalorian, on s'entend que c'était pas excessivement compliqué d'écrire le Mandalorien, ça entend, il y a peut-être une lettre à changer à la fin, mais ça avait jamais été traduit. Donc, c'est ça. Je sais pas, Disney Canada qui a changé sa position là-dessus. Peut-être parce que l'émission cible un public plus jeune. Ah, peut-être, oui. On peut peut-être dire, on va le traduire. Fait que, bref, voilà. Donc, c'est... je suis en train d'essayer de vérifier. Je pense que c'est ça. C'est l'escouade ou l'escadron, l'escouade de squelette. Je crois que c'est l'escouade parce que justement, il y a un commentaire sur... je me demande, c'est pas Star Wars Littérature Québec qui se plaignait du fait que la traduction n'était pas accurate, vu que crew, c'est pas vraiment escouade, quoi. Ouais, c'est pas vraiment rien du tout. C'est ça le problème. Crew, ça peut être traduit par plusieurs choses. Ouais. Ça peut être équipage, équipe, personnel, etc. Ouais. Parce que c'est pas du squad, on s'entend, c'est pas Skeleton Squad, quoi. Donc, bref. Non, le pire, en fait, c'est quand il était arrivé, quand il avait annoncé, mais là, on remonte à loin, mais quand l'annonce de Rogue One a été faite, on se creusait la tête ils vont traduire ça comment? S'il y a un mot qui n'a pas de traduction en français, c'est Rogue. Ouais. Donc, un peu comme l'émission Impossible, Rogue Nation, et tout ça. Là. Fait que là,
traduit par Nation Rogue. Mission Impossible. Ben, c'est un mot qui... Il n'y a rien en français là, pour faire ça. Mais bref, voilà, écoute, ça me fait toujours bien rire la position des fanatiques de non, il faut garder le titre original. Là. Moi, je suis toujours persuadé que ces gens-là lisent Platon en grec ancien, là, puis Marx en italien. Mais bon. Et le book de Boba Fett était traduit, non? Oui, tu as raison, c'était le livre de Boba Fett. Ouais. Ah, ok. Après, je me demande si c'était traduit aussi en termes de logo puis tout ça, ou tu sais, si c'était juste, mettons, le titre dans Disney+. Je suis pas certain qu'au niveau des logos, tout ça, c'était tout traduit comme là, ça l'est là, pour Skeleton Crew. Je crois que c'est vraiment le logo qui est traduit. Ouais. Donc, c'est ça ton WhatsApp, donc l'attente. Ouais, c'est ça. Écoute, je me prépare pour l'émission. J'ai bien hâte de voir à quel point, parce que ma fille est quand même plus jeune que la tienne, donc j'ai hâte de voir à quel point elle va être intéressée. Ah, tu vas la faire regarder? Ouais, on va l'écouter ensemble. Okay. Je me dis peut-être les enfants aliens, peut-être ça va attirer son attention, tu sais, en tout cas. Et quel âge a ta fille, pour rappel? 2 ans. Ah ouais, c'est jeune. 2 ans et demi, là, donc c'est encore jeune quand même. Là. Ouais. Nous, c'est sûr, là, à 7 ans, on va regarder le show ensemble. C'était prévu. Donc il y a ça. Et moi, niveau WhatsApp Star Wars, c'est pas grand chose. Là, on a relancé pour rigoler. Enfin, c'est ma petite, elle avait vu le logo Lego Star Wars, le jeu vidéo, la saga Skywalker sur, je sais pas, un magazine ou je sais pas. Ah non, je crois que c'était sur le menu de la Switch. Elle a dit, je veux jouer à ça. Je dis, mais on l'a fini à 100% et tout, tu peux pas jouer à autre chose. Non, je veux essayer. Donc on s'est relancé le jeu Star Wars, la saga Skywalker, là, Lego Star Wars. Et il y a une mise à jour de 6-7 minutes au début. Je me suis dit, bon, c'est ce qu'il fallait parce que le jeu était bien buggé. On se rappelle, on a fait une émission avec Julie F. Et même si nous, on a adoré le jeu, il était extrêmement buggé. Pas des bugs gênants, hein, mais quand même des bugs d'affichage, des bugs, parfois ça plantait, bref. Donc je me dis, ils ont corrigé le jeu, et non, on a relancé le jeu après la mise à jour, et il est toujours autant buggé. Donc je sais pas ce que ça change. En tout cas, bon, c'était bien sympa de revenir dans cet univers-là, mais bon, on s'est juste baladé vite fait une demi-heure, et puis elle en avait marre, elle dit, je m'ennuie, elle dit, oui, il n'y a plus rien à faire, on a fini le jeu et tout, donc là, on repasse sur Lego Harry Potter, donc voilà, pour le WhatsApp Star Wars. Et rattrapage comics aussi, beaucoup de rattrapage comics, parce que contrairement à toi, je suis pas à jour, je suis très en retard. Donc, tu vois, moi aussi, là, j'ai pris un petit retard de peut-être 3 semaines, là, quelque chose comme ça. Donc, ça a pas l'air d'un gros retard, mais quand il sort 3-4 comics par semaine, ben, ça s'accumule vite. Ça s'accumule, effectivement. Avant de passer en hyperespace, est-ce que tu veux nous mentionner les dernières émissions récentes sur Star Wars? Oui, et comme on disait la dernière fois, on est sur un planning très occupé ces temps-ci, donc les auditeurs ont l'embarras du choix, et s'ils écoutent tout, ben, ils ont du pain sur la planche, ou je sais pas ce serait quoi l'équivalent audio. Mais bref, allons-y avec peut-être les 4 dernières. Dans le fond, je crois que tu as participé d'ailleurs à celle-là, les idées cadeaux. Donc, c'est un peu rendu une tradition annuelle pour Star Wars en direct. Là, donc, des suggestions cadeaux Star Wars de la part de l'équipe. Fait que, toujours intéressant. Moi, par les années passées, ça m'a donné quelques idées pour certains enfants. Même ma blonde, je me souviens, à un moment donné, il y avait comme des bijoux Pandora, là, Star Wars, Grogu, puis tout ça. Ensuite, on a la première review, critique, etc. Là, appelez ça comme vous voulez, Star Wars en direct, série sur la série Skeleton Crew. Donc, avec, je crois que c'est Seb et Danny, hein, si je ne me trompe pas, qui ont fait ça. Ensuite, ça va être la littérature dont je parlais tout à l'heure, donc sur le premier album de la phase 3 de Star Wars, La Haute République, mais comment dire, la série un peu plus jeunesse, sous-titrée Les Aventures. Donc, avec les deux mêmes serviteurs d'aujourd'hui. Et une émission attendue que j'ai très hâte, je n'ai pas encore écouté, c'est celle sur le documentaire qui est disponible sur Disney+, là, de Music by John Williams. Fait que c'est l'équipe de Star Wars en direct, musique, Aude et Fred, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui participait. Mais c'est ça, bien hâte d'entendre ce qu'on va dire. J'ai pas écouté non plus le documentaire encore, fait que ça fait partie des choses probablement. Tu sais, c'est le genre de choses, je trouve que dans le temps des fêtes, par exemple. Là, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Fait que voilà ce qu'il y avait à l'écoute pour nos auditeurs récemment. Excellent. Beaucoup d'heures de podcast. Et puis, c'est pas fini. Hein. Je vois qu'on va enchaîner là pendant ce mois de décembre. Et donc voilà, donc, on est bon. On va passer en hyperespace, mon ami. Ça marche? Allez, c'est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
Ok, nous voilà de retour d'Hyperespace en forme. Et donc, on est parti pour la critique de ce fameux tome. Donc, on va essayer de l'afficher ici. Donc, La Haute République, phase 3, tome 1. Alors, ça, c'est le titre en France. Nous, en VO, on avait un sous-titre, ça s'appelait The Children of... Ouais. Ben, The j'ai Storm. pas encore la version physique. C'est un questionnement qu'on avait, comme vous le savez, là, pour traverser l'Atlantique, ça prend un certain temps. Mais c'est pas impossible qu'il y ait quand même bel et bien un sous-titre. C'est juste que c'est ça, en ligne, c'est pas toujours. Si on peut faire une petite critique à Panini Comics, là, son site internet est pas toujours le plus constant, on va dire. Là, Ah ouais. bon. Fait que je serais pas surpris qu'il y ait bel et bien le sous-titre. Là, c'était quoi déjà en anglais? C'était les Children enfants of the de la Storm. tempête? Les enfants de la tempête, voilà, exactement. Mais après, je sais pas trop parce que sur le site Amazon également, il y a cette affiche-là, là, ce cover-là qu'on affiche en ce moment sur la vidéo YouTube, où il y a vraiment marqué tome 1 en bas dans le coin, Panini Ah Comics. oui, quand je parle d'un sous-titre, c'est plus sur le côté. C'est pour ça que je dis tant qu'on d'accord. l'a pas en main, Ok. c'est dur à dire. C'est bizarre parce que Panini publiait aussi les aventures, donc La Haute République des aventures, le tome jeunesse, et là, il y avait le sous-titre sur la couverture, bizarrement. Donc, ouais, c'est ça. Quand je disais Constance et compagnie, bon, peu importe, on veut pas trop critiquer nos amis de chez Panini Comics. Oh, c'est un détail. On peut mentionner que, bon, évidemment, hein, c'est la suite de la première série de La Haute République. Ceux avec le bandeau, si on peut dire, là, ou le logo doré, et la deuxième, la phase 2, ceux avec le logo bleu. Évidemment, c'est la suite directe de la phase 1. Hein. On rappelle que la phase 2, c'était comme un flashback 150 ans en arrière. Mais, vous allez voir tout à l'heure, on va discuter spoilers, et il y a quand même des liens avec certains, au moins un des 3 personnages qu'on voit sur la couverture de la phase 2. Donc, voilà. Et mentionnons que dans celui-là aussi, il y avait, non seulement c'était la fin de la phase 1, mais il y avait aussi comment il faut dire ça, une duologie, ou en tout cas, bref, 2 numéros, là, c'était les origines de Martian Row. Ah oui, qui était là. Fait que c'était quand même un album volumineux, mais bref, que j'avais beaucoup apprécié. Je pense que tu l'avais critiqué avec Tom et Loïc, si je ne me trompe pas. Ah oui, à l'époque, ça remonte. Voilà. Fait que, bref, on va faire quelques références à ces albums-là aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à les montrer. Complètement. On va finir vite fait les specs. Donc, c'est le tome de Panini sorti le 19 novembre dernier. Donc 144 pages, qui contient donc les épisodes US de Star Wars, La Haute République, numéro 1 à 5, ainsi qu'un petit one-shot révélation, on va en parler tout bientôt. Et donc voilà, par Cavan Scott. Alors voilà, on va parler de l'équipe créative après, mais je crois qu'on est bien niveau spec. On peut partir sur l'équipe créative si tu veux. Donc scénariste Cavan Scott, toujours fidèle au poste, hein, c'est lui qui gère un petit peu la série comics Marvel, a.k.a. adulte en France. Depuis le début, hein, depuis le numéro 1 de la phase 1, c'est Cavan Scott qui est à la tête de ça. Et il fait ça de manière de main de maître, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours de qualité. Ouais, moi je trouve qu'il y a eu un petit creux dans la phase 1 quand on est l'espèce d'alliance avec les Hutt, là, quand ils combattaient les Drengir, tout ça. Je pense que c'est le deuxième album. Il y a eu 3 albums dans la phase 1. Fait que c'est ça. Il y a un petit creux au milieu, mais effectivement, Cavan Scott, je trouve qu'il est une valeur sûre. Il fait du très bon travail et on va voir si c'est encore le cas maintenant avec la 3e phase. Donc, Cavan Scott, on rappelle vite fait. Donc, il avait commencé dans les Star Wars Adventure et les Choose Your Destiny, là, les comics de jeunesse. Mais après, il avait commencé avec les romans jeunesse, là, ça me rappelle Adventure in Wild Space. Oui, exact. La série de 7 petits romans. Ouais, voilà, qui était très, très bon. Et après, il a enchaîné avec les audiodramas, les excellents audiodramas Doku Jedi Lost, le favorite de Francis, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, Tempest Runner de l'Haute République. Là, le prochain Tempest Breaker, là, qui sort demain, au jour même où on enregistre, là, son 3e audiodrama. Il a fait Into the Storm, donc c'est en pleine tempête, je crois, de la Haute République. Il a fait La Voix de la Vengeance, si je ne dis pas de bêtises aussi. Il a fait plein de trucs, là. Le fameux roman de l'attaque sur Valo, c'était lui. Donc, on peut rappeler le 2e roman adulte, là, que plusieurs ont tenu. C'était quoi? C'était Rising Storm. Dans la tempête. Je sais plus. En pleine tempête. Non, c'était pas en pleine tempête, c'est le film avec George Clooney. Ouais, je vais essayer de retrouver le titre. Je suis vraiment désolé, j'ai pas tous les titres en VF.
On essaie de s'améliorer à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. On a eu des critiques récemment, là, mais positives, hein, des critiques positives, mais c'est ça. C'est pas évident parce que, bon, vous aurez compris, au niveau des romans, on fait des émissions aux sorties anglophones, contrairement aux comics où on fait des émissions une fois la sortie francophone. Fait que c'est ça. Des fois, on a tendance un petit peu à oublier les traductions. C'était... Le temps que tu cherches, il faut... L'orage gronde. C'était L'orage gronde en français. Très bon roman. C'était vraiment un blockbuster. Là, ça se lisait d'une traite. Un page turner, comme ils disent ici. Et peut-être petit fun fact. Donc, Cavan Scott, donc, bon, il a fait plein d'autres trucs jeunesse, machin. Le Yoda aussi, sur la très bonne mini-série Yoda. Mais il a aussi écrit un scénario pour un épisode de la série des Young Jedi Adventure, donc les petits Jedi. Et c'est son premier et seul travail pour un scénario de série / de film, quoi, enfin audiovisuel, on va dire. C'est un épisode avec justement Belle et Zetifar et Amber, la chienne, et Loden Greatstorm aussi. Donc c'est sympa parce qu'il fait, encore une fois, on le verra, mais il fait le lien avec les autres œuvres de l'autre République, donc c'est très sympa. Et comme dessinateur, nous avons pas un, mais pas deux, mais bien 3 dessinateurs pour ce tome ce soir. J'ai hâte d'entendre ta critique à ce sujet parce que je sais que plus le dessinateur est généralement moins la note est élevée. Enfin, on verra. Mais comme je disais en off, c'est 2 équipes. Hein, c'est ça, c'est que c'est 3 personnes, là, mais dans le fond, pour chaque numéro, c'est 2 des 3. Là, voilà. Et en fait, il n'y a pas. Techniquement, tu as 5 numéros plus le one-shot. On a Ario Anendito pour les numéros 1 et 5. Ensuite, on a Jim Tow pour les numéros 1 à 4. Et on a Marika Cresta pour les numéros 2 à 5. Alors, techniquement, voilà. Numéro 3 à 5, pardon, parce qu'en fait, le numéro 2, on le verra, c'est le seul numéro où Jim Tow est seul au dessin. Mais sinon, voilà, c'est toujours un duo de dessinateurs, comme tu le disais. Soit c'est Ario avec Jim, soit c'est Jim avec Marika, soit c'est Ario avec Marika. Il y a les 3 combinaisons possibles. et on les a toutes, voilà, dans ce tome-là. Et donc le fameux one-shot à la fin, donc le Révélation 2023, dessiné lui par Marika Cresta. Donc vite fait pour rappel, donc Ario Anindito, c'est lui qui était pareil avec Cavan Scott dès le départ de la Haute République phase 1, tome 1. Donc c'est lui qui a fait la majeure partie des tomes, et plus ça allait et moins il était présent malheureusement parce que je sais pas, mais moi il y avait une alternance avec Georges Gentil, hein, rappelons le fameux Georges Gentil. Donc ça aussi on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Jim Tow, lui, c'est la première fois qu'il participe à du Star Wars. Donc, ces 3 ou 4 numéros là dont il participe, c'est la première fois. Et Marika Cresta, on l'avait déjà vu elle avait fait quoi? Elle avait fait le Kelnaka, le one-shot de plus récemment, en septembre. Voilà. Elle avait fait du Afra 2020 avec les 5 premiers numéros avant de laisser la main à Mick Young-jung. Elle avait fait un petit peu de l'ombre du flambeau aussi en numéro sur les 4. Donc, le one-shot Révélation. Voilà pour l'équipe créative. C'est un peu le bordel, hein, niveau dessinateur, on ne se le cache pas. J'avais juste un petit mot pour le numéro Révélation 2023, donc, qui est sorti en VO en même temps que le numéro 2 de décembre 2023. Et donc ça, alors Révélation, c'est un concept un peu différent de celui de Révélation 2022, parce qu'on avait déjà eu un numéro Révélation. Et, une tradition, ça aussi. Voilà. Parce que 2022, c'est un petit peu comme comment ils appellent ça en VO, les annuels. C'est un peu un genre d'annuel. C'était la transition, parce que c'était la fin des séries précédentes, puis le lancement d'autres séries, ou en tout cas, il y a un petit côté ça, Révélation, un petit côté transition, on va dire. Voilà. Et par contre, le concept, je ne sais pas si ça va marquer, mais le concept du 2022, parce que le 2022, c'était juste un crossover avec les 4 séries, donc Star Wars, Afra, Bounty Hunters et Vador, écrit par un seul scénariste, hein, et dessiné par plusieurs artistes, en fait. Chaque artiste avait sa série, entre guillemets, mais le scénariste était le même. Là, le 2023, c'est un peu différent, c'est plus un recueil de nouvelles, version comics, on va dire, avec plein de groupes de persos et d'époques différentes, avec une équipe scénaristique plus dessinateur à chaque, voilà. Et donc là, on le verra. Donc là, il y a une partie. Tu appelles ça one-shot parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes pour le dire, mais c'est loin d'être. Tu sais, d'habitude, ce qu'on qualifie d'un one-shot, c'est un comics là, de 20-25 pages. Là, c'est pas ça du tout. Là. C'est comme 5 pages au maximum par histoire. C'est très, très, très court. Fait que c'est vraiment une sorte de publicité pour ce qui s'en vient, là, plus qu'autre chose. C'est ça. Faut pas s'attendre, tu sais, vous manquez rien si vous le manquez. Bref, mais c'est très bien, je trouve, que Panini ait fait ce choix-là de venir intégrer les petites histoires de chacune là, dans les albums qui correspondent.
Voilà. Là, pour ceux qui ont l'image, là, je vous affiche à l'écran la cover de cette révélation-là. Et donc, on voit alors, c'est rigolo, on voit Throne dans cette cover-là, alors que on le verra, enfin on le verra pas vraiment, vu qu'en fait, voilà, techniquement, donc la révélation, c'était un one shot qui regroupait, donc tu avais du Star Wars, de l'autre République, du Dark Vador, du Django, du Mace Windu, du Jabba aussi, parce qu'on voit bien Jabba là, et voilà, je crois que c'est un peu tout, du Vador, je l'ai dit. Ouais. Et en fait, peut-être qu'il était supposé avoir quelque chose pour Tron puis qu'ils l'ont enlevé. Voilà. Je pense que oui, parce qu'en fait, voilà, et du Django, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas le Django sur la cover, mais il y a du Django. Et en fait, Panini va faire comme Marvel a fait en VO. Ils vont prendre chacune de ces petites histoires et les inclure dans les tomes reliés. Donc là, on parle de l'autre République, donc on a notre petit one-shot Autre République. Et vous le verrez plus tard quand on critiquera Mace Windu ou Django, on aura notre petit one-shot révélation sur le personnage même. Et je pense que Throne, vu qu'il y a un tome de Throne Alliance qui sort en décembre chez Panini aussi, je pensais que vraiment, il y a vraiment une partie Throne qui était prévue, mais qui n'a pas été inclue, qui n'a pas été finie à temps, je ne sais pas. Ouais, ça sent le petit problème de communication. Voilà. Et bon, ce soir, donc, on parlera de cette partie à l'autre public. Avant de rentrer dans nos critiques, est-ce qu'on ne ferait pas un petit résumé de ce qui se passe dans ce tome, ou est-ce que tu veux... Attends, je vais faire oui, ou est-ce qu'on donne voilà. un avis très rapide, non spoiler? Un avis très rapide, voilà. Une phrase. Est-ce que tu as aimé ce tome-là, Francis? Oui, écoute, pour moi, c'est un très bon successeur à cet album-là que je montrais tout à l'heure, que j'avais bien aimé, donc le dernier de la phase 1. Fait ça redémarre bien, je trouve. Un mix de personnages intéressants. Donc, évidemment, pour rappel contextuel, la fin de la phase 1, c'était l'écrasement de la station du flambeau stellaire, la disparition d'énormément de Jedi, mais qu'on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait avec eux. Donc, est-ce qu'ils ont péri, est-ce qu'ils sont vivants, etc. Donc, c'est ça. Je trouve que la transition, le redémarrage est beaucoup mieux dans cette série-là que dans celui jeunesse, les aventures qu'on a critiquées la semaine dernière. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, je vais te plus soyer ce que tu dis. Moi, j'ai adoré la lecture de ce tome. Donc déjà, je pense qu'on est tous deux grands clients et gros fans de Kevin Scott. Il nous a jamais vraiment déçus. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup Ario Anindito, le dessinateur principal, on va dire, et ces personnages de Keith Trainis et de Skir, je trouve pas passionnant de continuer leurs aventures. Donc, très bon tome. Ouais, écoute, je vais me permettre d'en ajouter, vu que tu l'as mentionné, mais effectivement, Ario Anindito, pour moi, vient d'entrer dans mon panthéon là, des artistes Star Wars que je veux continuer de suivre. C'est vraiment magnifique, je trouve, ce qu'il fait. Fait qu'écoute, on en parlera un peu plus tout à l'heure en spoilers, mais voilà. Puis je voulais mentionner en direct, si on peut dire, à l'émission, qu'il y a une particularité aussi, peut-être qui a joué sur ton appréciation, c'est que tu avais complètement oublié cette série-là. Ah ouais, mais alors, ça, c'est impressionnant. Donc, tu ne l'avais pas lu du tout. Puis là, la semaine dernière, quand on a fait l'émission sur les jeunesses, tu ne comprenais pas du tout de quoi je parlais. Ah ouais. Attends, justement, exactement. On peut en parler là maintenant, parce qu'en fait, en relisant le tome, alors oui, la semaine dernière, en off, je comprenais rien à ce que tu me disais, parce que j'avais complètement zappé ce qui se passait dans cette série. Je commence la révision de ce tome-là pour l'émission là ce soir, et le tome 1, j'avais pas le moindre souvenir de tout ce qui se passe du numéro 1, pardon, le numéro 1 qui commence ce tome, sauf le cliff de fin. Je me rappelais du cliffhanger de fin, la dernière page. Je me dis, mais attends, mais je l'ai lu ça. Et pareil pour les 2 et 3. Alors par contre, les 2 et 3, je m'en rappelais plutôt bien, notamment les passages avec le Gournadi, on verra. Je me rappelais très très bien de ça. Et les 4 et 5, pareil, aucun souvenir. Donc je me demande, je commence à avoir Alzheimer là. Ouais, je sais pas si c'est comme moi, des fois tu fais tes lectures avant de te coucher le soir, là, très tard, mais c'est sûr que ça joue un peu. C'est peut-être ça, parce qu'il y a des flashs. Quand la lecture de ce tome, il y a des passages. Écoute, on vieillit, là. C'est grave, quoi. Et surtout que ça va faire 1 an que c'est sorti quand même, ou bien 10 mois qu'on a lu ça en VO. Donc ça date un petit peu, effectivement. Mais bon, voilà. Excellent. Fait que, dans le fond, est-ce que tu veux nous résumer un peu? Ça reste un numéro très action, hein, donc c'est quand même... l'histoire est pas si longue à résumer. Ouais, bizarrement, il y a moins de texte à lire que dans le livre, dans le épisode Jones. Ça aussi, c'est une constante. Ouais. Il y en a un des 2 auteurs qui a compris que c'est un comics, puis l'autre qui pense encore dans un roman. Voilà.
petit scud à Daniel Roseholder. Mais effectivement. Allez, vite fait, donc, ça allait vite, hein, les résumés. On se retrouve un an donc, après la chute du flambeau stellaire, tu l'as mentionné donc. Le scroll du début de tome, hein, donne ou nous redonne, hein, si on a lu les romans et tout le reste, le statu quo de la galaxie un an après la chute. Mark Unroe et Lena Hill ont établi une zone d'occlusion, donc l'OZ, dans la bordure extérieure, autour d'un Stormwall, donc d'un rempart d'orage, hein, c'est la traduction française, le rempart d'orage, où tout passage et toute communication avec l'extérieur est impossible. Voilà, donc ça c'est le contexte un peu géopolitique. On retrouve donc Keeve Trinis, l'héroïne principale, en pleine méditation / cauchemar, à bord du Gios, un vaisseau de la République près de l'Oz, de la zone d'occlusion. En compagnie donc de Seret et Terek, hein, les deux Jedi jumeaux là, qu'on suivait également en phase 1, ainsi que d'autres Jedi et d'autres soldats de la République, hein, vu que c'est un vaisseau de la République. Ils reçoivent une transmission d'Elzar Mann, hein, qui leur dit que les Nihil vont rencontrer les Hutt pour une possible alliance. Et en effet, sur Balum, nous avons un mystérieux Nihil du nom de Lycos, qui rencontre, accompagné d'un sans nom, d'ailleurs de son sans nom attitré, la chef Hutt locale du nom de Scarabda. Donc c'est une Hutt, femelle donc. Et les deux parties se testent d'abord, hein, donc petite baston, avant de s'allier face à la République et aux Jedi qui arrivent près de la planète. Et donc là, tu le disais, beaucoup d'action, donc la grosse baston dans l'espace et au sol. Les Hutt et les Nihil versus la République et les Jedi. Et là, premier gros cliff de fin de numéro. Hein, on le rappelle qu'Evan Scott adore et est très très bon pour les cliffhangers de fin de numéro. L'enforcer alors c'est pareil, enforcer, t'appelles ça comment? L'enforcer, le bras droit ou un des gardes là, en tes cas. Voilà, le second de la chef Hutt locale, quoi, qui était masqué tout le long du numéro, se révèle être en fait Lournadi qui avait quitté les Nihil, hein, suite à la fin de la phase 1, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle était devenue. Ensuite, Keeve se fait capturer et amener devant la Hutt par Lourna, justement. Et Keeve va révéler à Scarabda que Lourna, en fait, est la meurtrière de sa sœur Miarga. On nous le rappelle, hein, lors de ce tome-là. Lors de la phase 1, Miarga, qui est la sœur de Scarabda, on va y arriver, avait été l'allié temporaire de Avar Kriss dans une bataille face aux Nihil et aux Drengir. Et Lourna avait au final buté Miarga d'une balle dans la tête. Et donc ça, quand Scarabda l'apprend, elle veut évidemment buter Lourna. Donc grosse baston, sachant que oui, à l'extérieur, c'est toujours une grosse baston entre Nihil, Hutt versus République Jedi, hein, toujours à l'extérieur de espèce de temple, de palais de la Hutt. Et Lycos, donc le Nihil, lui est blessé dans la bataille, et lui révèle aussi à Keeve que son maître Skir est toujours vivant. Donc ça, c'est deuxième cliffhanger de fin de deuxième numéro. On y enchaîne. Donc le clan Hutt de Scarabda va se rallier à la République suite à la trahison de Lourna. Lourna, elle s'échappe en vaisseau, Keeve va la poursuivre, duel entre les deux. Entre-temps, Lourna va libérer des containers dans l'espace qui contiennent des gens, pour du trafic d'humains, hein, en fait, d'êtres vivants, parce qu'en fait, il y a des aliens aussi dans l'eau. Et la République et les Jedi vont devoir récupérer tous ces containers avant que les occupants ne crèvent dans le vide intersidéral. Keeve va arriver à neutraliser Lourna. Et avec Seret et Terek, ils vont se rendre sur la planète où Skir est censé être. Donc la planète du nom de Kindosron, c'est le nom de la planète, ça. C'est une planète de jungle, hein, avec des temples un peu perdus, un peu à la Yavin 4 en fait. Hein. Et nos héros vont y retrouver Orbaline. Orbaline, c'est le maître Jedi ugorien, donc qui est une race de blob, une espèce de blob gélatineux en fait. Vert. Un peu verdâtre, qu'on pensait mort, tué par Lourna. Encore une fois, Lourna est vraiment sans pitié, hein, on la connaît. Hein. Elle avait techniquement buté Orbaline avec une balle dans la tête, pareil. Elle avait explosé son scaphandre, là. Et Orbaline est toujours vivant. Et on retrouve aussi Gunral, qui est aussi un autre maître Jedi qu'on pensait mort suite à la phase 1. Et voilà, les deux Jedi sont là et confirment que Skir est bien vivant. Donc Keeve va le confronter dans les ruines d'un espèce de temple local. Et donc, dernier numéro, duel Keeve versus Skir. Skir qui a totalement abandonné sa personnalité Jedi pour être un Trandoshan beaucoup plus primitif, hein, beaucoup plus brutal, bestial. Ouais, ça c'est un peu dans la phase 1 déjà. Là. Oui, petit à petit. Il est de plus en plus dominé par son instinct de Trandoshan.
C'est ça, et il perdait connexion avec la force. Et alors Kiv mentionne ça, elle appelle ça le Magrax syndrome, mais j'ai trouvé aucune info sur ça. Elle drop juste le nom, une espèce de maladie, j'en sais rien. Et donc Lourna qui se rejoint à la baston, qui aide Kiv en même temps pour combattre un Skir déchaîné. De leur côté, il y a Seret, Terek, Orbaline et Gunral qui ressentent l'effet Nameless. En effet, il y a un Nameless qui attaque et tue même Maître Gunral. Heureusement, pardon. Un mystérieux personnage qui vient sauver les Jedi tue la créature. Un personnage que nous révèle être Tay Sirek, quelqu'un que les lecteurs des comics de la phase 2 connaissent bien. Hein. C'est ça, donc c'était l'ancien, gardien, voyons, comme dans Rogue One. Là, les Wheels, ouais. Gardien des Wheels, c'est ça. Donc le personnage violet là, aux oreilles d'elfe un peu. Là. Ouais, voilà, que tu montrais sur la couverture d'un des comics de la phase 2. Et voilà, le récit termine sur Kiv qui arrive à raisonner Skir et qui en fait ne cherche qu'à Skir en fait ne cherchait qu'à protéger une mystérieuse jeune fille qui est en fait à suivre. Voilà, il y a un gros to be continue à la fin, à suivre. On n'a pas la révélation de qui pourrait être cette fille-là. Donc elle a un design qu'on reconnaît un peu. Donc, voilà. Je vous mettrai le temps que tu discutes, on mettra quelques passages du comics. Voilà. Donc on finit sur un cliffhanger de fou encore une fois. Et on finit pas vraiment le tome sur ça, on finit en fait sur le fameux numéro de révélation 2023. Et alors là, c'est ultra anecdotique. Hein, il se passe quasiment rien. Ça dure 6 pages déjà, donc c'est ultra court. Et en fait, c'est sur une planète près de l'occlusion zone. Hein, Kiv va défendre la population locale face au Nihil, et c'est un peu tout. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Ouais, c'est ça, elle va prendre la défense d'un citoyen ordinaire, ou en tout cas de monsieur, madame, tout le monde, mais qui a ramassé un sabre laser pour essayer de combattre. Voilà. Donc le sabre d'un maître qui est tombé au combat, là, j'imagine. Voilà. C'est bon pour le résumer, et je vais me taire parce qu'on parle trop, et je vais plutôt te laisser donner ton avis. Écoute, si on commence par l'aspect Kevin Scott et scénario, moi je dirais que c'est dans la droite ligne de ce qu'on avait à la phase 1, c'est la pure continuité. Je me suis quand même permis d'aller relire la fin, parce que entre les romans, les nouvelles, le jeunesse, le adulte, tout ça, on s'y perd un petit peu là, de quel personnage est sorti vivant des événements de la fin de la phase 1. Donc, fait que ça, je peux recommander peut-être aux gens d'aller lire un peu, peut-être le dernier comics de la phase 1 là, avant d'attaquer ça. Écoute, c'est ça, scénario très appréciable. Peut-être le début, là, comme tu disais, j'aime bien ton expression habituelle là, de baston. Là. Déjà, c'est très peu québécois, mais bref, peut-être cette partie-là est un petit peu inutile. Tu sais, mettons, dans les 2-3 premiers numéros, là, un petit peu trop de batailles inutiles, je trouve. Mais au-delà de ça, c'est intéressant justement de voir comment ils vont mettre la main sur Lourna-Dee, parce qu'évidemment, ça a des implications pour la suite. Ensuite de ça, il y a les fameux, on pourrait croire, parce que tu as dit tel Jedi a survécu finalement. J'ai trouvé que ça avait toujours un sens. Par exemple, Orbaline, qui est une espèce de gelée, là, justement, c'est une masse verte gélatineuse. Quand bien même tu y tires dessus, que ce soit à la tête ou dans une jambe, parce que dans le fond, c'était une masse gélatineuse, mais dans la phase 1, il évoluait dans une espèce de costume, d'armure d'humanoïde normal. Donc, effectivement, Lourna-Dee lui avait tiré dans le casque, là, mais tu sais, au final, il s'est juste poussé sans que Lourna-Dee s'en rende compte. C'est qu'on ne savait pas ça, mais on pensait qu'il ne pouvait pas vivre en dehors de son scaphandre. Ouais, peut-être une histoire d'atmosphère ou quoi que ce soit. Mais en fait, non. Voilà, il a survécu. Et il peut tenir un sable laser. C'est drôle d'avoir un blob se battre au sable laser. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté bouffe-tout dans SOS Fantôme. Un peu. C'est vrai. Mais ça permet au niveau scénaristique, ça permet des choses intéressantes. Par exemple, c'est ça, les 2 autres maîtres Jedi qui ont survécu, c'est grâce à lui qui est venu comme les envelopper puis les protéger pendant l'explosion du vaisseau, quelque chose comme ça. Fait que non, c'est ça. Il y a un côté. Moi, ça me dérange pas. C'est pas comme quand on ramène à la vie un personnage qu'on savait qu'il était mort. Là, bon. Sinon, écoute, Lourna-Dee est en ligne directe de son histoire, là, qui est assez montagne russe. Là. Faut pas se le cacher. Là. Les gens qui ont pas tout lu ou qui se souviennent pas. Mais c'est ça, elle est un peu tombée en déchéance chez Nihil. Hein, elle a trahi. Puis bon, c'est ça. C'est plus une des 3. Lieutenant de March and Row.
Oui. Donc, ça va être un peu en cavale, entre guillemets. Ou, c'est un peu pour ça aussi qu'elle se cache là, dans ces négociations-là avec les Nihil, entre les Hoth et les Nihil. C'est ça. Elle fait un peu bande à part. Enfin, elle est plus toute seule maintenant. Donc, elle travaille ni pour les Nihil. Là, on voit qu'elle trahit les Hoth dans ce tome-là. Sinon, écoute, que dire de plus? Sskeer aussi, c'est la continuité du développement de l'histoire de la phase 1, que c'est ça, il est de plus en plus possédé. Puis c'est Keith Trennis qui réussit un peu à le ramener à la réalité, ou en tout cas à son côté de Jedi. Fait que c'est encore ça ici. Mais pas nécessairement dans le répétitif. Puis tu sais, ceux qui nous écouteraient juste à l'audio, il faut vous rappeler, c'est ça. Non seulement c'est un Trandoshan, un peu comme Bossk, mais tu sais, ajouter la rage puis le côté sauvage de Bossk, mais ajouter à ça le fait que c'est une armoire à glace. C'est vraiment, là, c'est un Trandoshan culturiste, là, où c'est vraiment là, énorme. Fait qu'évidemment, s'il se déchaîne, ben, vous imaginez un peu c'est ça, le chaos que ça peut provoquer. Puis effectivement, ben, Lournadi, parce que tu sais, Keith Trennis, dans ces événements-là, il y a le côté émotionnel. Donc, elle, c'est son maître qui l'a élevé, tout ça. Alors que Lournadi, ben, tu sais, elle voit la vraie menace. C'est un peu, justement, c'est là que la collaboration Lournadi puis Keith va un peu se lancer pour le reste de la phase 3. Ouais. Il a un design très Killer Croc, hein, si vous lisez un peu. Enfin, oui, exact. Ouais. Sinon, comment tu as trouvé de ton côté la suite des événements de Cavan Scott? Ouais, moi, je trouve que Cavan Scott, il déchire tout, encore une fois. Moi, je trouve ça excellent. J'ai adoré lire ce tome-là. Ouais, je trouve que ces cliffhangers, ça marche de ouf. Je trouve que le gars, il est balèze quand même, à chaque fois. Alors, pas tous, là, sur 5 numéros. Bien ce médium-là. Ouais, mais il y a au moins 4 gros cliffhangers. Enfin, le premier du numéro 1, là, avec Lourna, mais je trouve ça excellent, parce qu'encore une fois, j'ai oublié que c'était Lourna sous la capuche. Donc, quand je dis, mais oui, c'est Lourna, je suis bête et tout. C'est trop bien. Le tome 2, pareil, avec Sskeer, qui est encore vivant, excellent. Numéro 4, je crois que c'est où justement Sskeer, on le découvre avec cette masse de muscles, comme tu disais. Et puis le Phantom, excellent cliffhanger, non, excellent. J'aime bien le fait que Scott nous rappelle très bien la fin de la phase 1 avec plusieurs petites cases comme ça. Nous disant, voilà, déjà, la première page, c'est la chute de l'étoile, déjà, magnifique, par le trait d'Anendito, je trouve ça superbe. Des flashbacks, mais aussi de l'inédit un peu au travers des flashbacks. Ce n'est pas du copier-coller de ce qu'on a déjà vu dans les autres albums. Complètement, oui, parce que tu le disais, il nous explique 2-3 points de scénario qu'on ne connaissait pas, en fait, quoi. Donc, et puis, donc ça, c'était très cool. Retrouver Keith et Sskeer, moi j'adore ces deux personnages, et justement leur relation, ils continuent de la développer. Donc pas mal de flashbacks là aussi. Alors je ne les ai pas mentionnés pendant le résumé là, mais on a pas mal de petits flashbacks de leur passé, encore une fois inédit, sur leur relation, et dont vraiment la première rencontre suite au test Jedi qui font passer du Young Link au Padawan. Comment Sskeer a choisi Keith comme Padawan, et ça c'est très très sympa. Puis une des premières missions qu'ils font les deux, donc voilà, dans une forêt, machin. Donc c'est très très cool aussi, et de savoir que Keith va utiliser les leçons de Sskeer pour pouvoir le ramener à la fin du bon côté de la force, on va dire, quoi. Et c'était très très niveau émotionnel, on était là quand même. Il y a une belle embrassade à la toute fin entre les deux. Tu te dis, putain, mais Sskeer il va la décapiter tellement que on sait que les Trandoshan. Puis en plus, on voit que voilà, Cavan nous introduit aussi des antagonistes, mais excellents. J'ai adoré les designs des nouveaux antagonistes. Alors la Hutt évidemment, mais surtout de Lycos, le Nihil là justement. Donc super. Et donc voilà. Et donc lui nous fait un petit peu un foreshadowing, parce qu'il s'est fait défigurer par justement Sskeer. Donc tu dis, ah ouais, d'accord. Donc Sskeer, il peut arriver jusqu'à un coup de griffe, te défigurer un gars. Donc très très cool. D'ailleurs, tes petits points sur les Children of the Storm, d'ailleurs, donc ils donnent le titre au tome, donc les enfants de la tempête en français, qui moi en français en VO me fait beaucoup penser à Children of the Corn, la nouvelle de Stephen King. Là. Ouais, je sais pas, dans la consonance avec les lettres, et puis ça fait très, voilà, vu que en fait les enfants de la tempête,
C'est un groupuscule Nihil créé justement par Cavan Scott dans ce tome-là. Donc c'est la première apparition dans l'autre République dans ce tome-là. Et qui va être repris dans la phase 3 par George Mann pour, c'était quoi, L'œil des ténèbres, son roman. Et surtout par George Mann, encore une fois, dans le Young Adult qu'on a critiqué avec Les larmes des sans nom. Voilà. Qu'on a critiqué avec Philippe. Donc, que j'ai pas encore lu. Donc, ok. Donc, mais on pourrait qualifier ça. C'est pas une secte, mais c'est ça comme un petit groupe là, à l'intérieur des Nihil. Voilà. En fait, on se rappelle du baron Boulan. Hein, tu connais le baron Boulan qui est un peu le chef scientifique des Nihil. En fait, le baron Boulan a pris des forces sensitives et les a modifiées génétiquement, a fait l'expérience sur eux pour les utiliser comme Jedi Hunter, comme lui, comme ce fameux Lycos. Ces expériences génétiques vont les faire résister à l'effet des Nameless, des sans-noms. Du coup, ces Children of the Storm vont pouvoir se balader à travers la galaxie avec des sans-noms, malgré le fait qu'ils soient force sensitive, pour pouvoir chasser les Jedi. Du coup, ça les rend encore plus redoutables. Hein. C'est vraiment des ennemis non seulement forceux, mais résistants aux Nameless. Donc, je trouve ça excellent. Et à chaque fois qu'il y en a un, il y a plusieurs grands Children of the Storm qui apparaissent ici et là, et je les trouve tous excellents. Et là, je trouve Lycos excellent, son arrivée, je la trouve géniale. On la voit sur la couverture de le film Noto là, du numéro 2. Ouais. Je sais pas si on peut je l'ai mis à l'écran quelques fois. Voilà, mais excellent. Puis, tu sais, on peut parler lien, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais lien avec la phase 2. Donc, c'est intéressant parce que tu peux te dire, OK, tant qu'avoir fait une phase 2, on veut des liens maintenant à la phase 3, mais bon, évidemment, les personnages humains ne peuvent pas être encore en vie. Ben là, qui nous sort un personnage que les gens avaient quand même beaucoup aimé, et en plus, avec un artefact qui avait joué un rôle important dans la phase 2, et qui là, c'est comme ça qu'il est introduit. Bang! Le personnage, écoute, est de retour avec son espèce d'artefact qui est un genre de gant, de gauntlet, avec lequel il va, écoute, on est en partie spoilers, là, on va le dire, mais avec qui il va, comment dire, tout simplement brûler, annihiler, je ne sais pas comment il faut le dire, mais le fameux Nameless qui les poursuivait dans la forêt. Fait que c'est ça. Je sais que c'est un personnage qui avait eu beaucoup de fans à la phase 2, que les gens avaient bien apprécié. Un espèce de gardien des Whills déchu, là, qui avait été expulsé de l'ordre puis qui était un peu devenu un voleur, entre guillemets, un peu, là, mais qui essayait quand même d'aider les gens sur Jeddah. Fait que voilà, je me souviens plus exactement son nom, hein, mais je sais pas si tu l'as. Ouais, j'avais mis en partie, en résumé, c'était Tay Sirek. Tay Sirek, ouais, on se cachera pas, c'est très similaire à Tai Yorek. Ouais, ça, j'avais trouvé qu'effectivement. Ouais, c'est pas la seule, il y a un petit côté, on dirait vraiment que chez Lucasfilm, là, ils apprennent pas de cette erreur de donner des noms similaires. Trop similaires, ouais. Mais c'est vrai, moi j'avais beaucoup aimé ce personnage dans la phase 2 et quelle surprise, hein. Quelle surprise, surtout que ça c'est un passage dont j'avais complètement zappé lors de la lecture en floppy. Donc très content de le voir avec sa beubare là en mode badass. Il est beaucoup plus âgé, évidemment. Et oui, tu rajoutes 150 ans, c'était un jeune maître des Whills à l'époque, qui, comme tu dis, avait abandonné l'ordre, mais qui avait encore un bon cœur, hein, qui avait aidé nos Jedi à Jeddah, c'est trop bien. J'avais juste deux, trois petits soucis peut-être de scénario. Déjà, le Nameless là, que tu mentionnais, que terrasse Tay Yorek, d'où il sort en fait. Il n'y a pas vraiment de maître Nihil aux alentours, je sais pas, il sort un peu de nulle part. Ce Nameless. Effectivement, c'est à la révision, on va dire, de cet album-là, de cet arc-là de 5, je me suis fait la réflexion moi aussi, c'est parce qu'on a un peu la suite de ça par la suite. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Au pire, on en reparlera quand on attaquera le deuxième numéro. Là. Mais effectivement, dans cet album-là, il n'y a comme pas de raison. Là. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouais, voilà. Non, à part ça, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Non, écoute, je serais curieux d'avoir ton avis sur. Je me souviens pas si tu avais lu les nouvelles de la phase 1, mais ici, on a un personnage qu'on avait découvert dans les nouvelles, c'est la capitaine de vaisseau Vilco, je me souviens plus exactement son nom, mais une race qui a été créée à la phase 1, là, que c'est dommage, j'ai pas pris avec moi, là, j'ai même Panini et Pocket en collaboration avaient publié une espèce de recueil d'une nouvelle et d'une BD, là,
d'un one-shot ensemble pour une génération Star Wars, je crois. Mais voilà, on le voit à l'écran, une race là, qui a la peau argentée et les cheveux blancs. Blanc ou argenté aussi, là, mais bref, personnage très cool que j'avais bien aimé dans la phase 1, mais qui était très peu présente. C'était dans des nouvelles, donc c'est ça dans le Star Wars Insider. Je crois qu'il était mentionné dans certains romans, mais pas plus que ça. Ouais. Là, son rôle n'est pas incroyable, essentiel, etc., mais elle est quand même pas mal présente, là, je crois, dans les peut-être 2 ou 3 premiers numéros. Oui, effectivement. Oui, complètement. C'est comme tu disais, il y a une bataille spatiale, etc. Là, donc, j'ai trouvé ça assez cool de retrouver ce personnage-là. Oui, exactement. Donc voilà, niveau scénario, on est bon, on est content. Cavan Scott fait encore du très très bon taf. Il y avait, alors après, pareil, il y a plein de trucs qui se passent. Hein, là, c'est vrai qu'on a survolé le résumé, mais il y a une petite bataille contre des scav droïdes. Il y a la mort. Alors oui, il y a la mort quand même de 2 Jedi dans ce numéro-là par les Nameless. Hein. Et comme tu le sais, enfin, les morts par Nameless, c'est toujours marquant. Et là, c'est rigolo, il y a une espèce de Jedi, alors dans le vaisseau du début qui est un peu anodin, mais qui est un peu irritant, qui irrite Skiv, tu vois. Et on le sait, les Jedi un peu inédits, qui sont un peu chiants, on sait que ça va être un peu de la chair à pâté pour les Nameless, et il ne manquera pas d'y passer. Quoi. Là, regarde, je montre à l'écran, là, et sa mort est vraiment marquante, je trouve. Un peu hors champ, hein, quand même. En fait, c'est juste que c'est un personnage qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher, de découvrir, etc. Donc, c'est pas non plus comme si, quand c'est des personnes. Tu sais, à la fin de la phase 1, on a perdu plusieurs personnages auxquels on s'était attaché. Donc, là, c'est pas le cas, mais c'est très spectaculaire, encore une fois. Puis, ça, et puis le maître à la fin, dans l'année numéro, qui meurt aussi du Nameless sur la planète Jungle, là, j'ai plus le nom du maître qu'on retrouvait, qu'on pensait être mort, et qu'on retrouve vivant, et qui va finalement y périr. Lui, le Nameless lui saute carrément dessus, d'ailleurs, hein, donc on imagine ce qui peut lui arriver. Et donc la fameuse Lycos, donc le fameux Children of the Corn, là, de Storm, qu'on voit à l'écran, c'est une race, alors c'est pareil, c'est une race alien plante, on va dire, qu'on a découvert dans la phase 2 également, qui ressemble un peu à Poison Ivy dans la phase 2, plus à Poison Ivy d'ailleurs, hein, c'était vraiment une femme complètement recouverte de lierre. Tu vois, j'avais pas fait de lien, tu vois. Et ouais, en fait, c'est la même race. Alors, c'est pas évident parce que lui, à part ses membres, ses bras qui peut allonger comme des espèces de lianes pour attraper et attaquer ses ennemis, mais son visage, par contre, son visage est défiguré, tu me diras, par Skir, mais il a une espèce de masque ultra stylé et c'est la même race. Donc, j'ai fait des recherches, c'est effectivement la même race. Bref, pour les détails. Excellent. Écoute, si on attaquait côté graphique, on a donné un petit peu avis en partie non spoilers, mais déjà on retrouve, c'est un peu, on pourrait dire c'est le principal, là, Ario Anindito. Mais effectivement, c'est ça. À la phase 1, il y avait des échanges, certains numéros étaient par Georges Gentil. Bon, on avait donné notre avis. C'était quand même le moins pire de ce qu'on a eu de Georges Gentil, là, parce que c'est quand même. Je relisais l'album et puis je me disais c'est quand même beaucoup mieux que la série Mandalorian. C'est vrai, à ce moment-là, je m'en rappelle plus. C'est vrai. Ouais, c'était pas aussi pire que ça. Mais n'empêche, ça faisait un clash encore plus grand, je trouve, entre les deux équipes créatives. Où est-ce qu'ici, le transfert vers Jim Toh et Marika Cresta. C'est quand même moins dramatique, mais bon, c'est quand même. Moi, je trouve ça dommage parce que vraiment, Ario Anindito, je trouve, est vraiment magnifique. C'est vraiment, là, je vous le dis, moi, je le mets tout de suite dans mon panthéon là, de ceux que je vais adorer suivre. Les deux autres font quand même du très bon travail. C'est juste qu'en comparaison. Ouais. C'est marrant, rappelle-moi, pour la phase 1, tu avais bien aimé Ario Anindito, mais tu n'étais pas dithyrambique à ce point-là, là, non? Ça a changé? En fait, à la phase 1, j'avais critiqué juste le tout premier tome, je n'avais pas critiqué ni le deuxième ni le troisième. D'accord. Mais justement, je revisitais tout à l'heure le troisième, et puis c'est tout aussi beau dans la première. Vraiment, là. Fait que moi, j'avais donné quand même une excellente note à cause de ça. Et où est-ce que ça perdait des points? C'est ça, c'est que tu avais au moins 3 numéros dans celui-là. Je crois que c'était par Georges Gentil. Oui, complètement. Où est-ce que, bon, c'est ça, 2 cases une à côté de l'autre, tu as l'impression que c'est pas le même personnage. On ne reviendra pas là-dessus. Cette fois-ci, c'est vraiment pas aussi pire que ça avec Jim Toh. Ouais, non, mais complètement. Mais Ario Anindito, alors le truc, c'est que lui, il combine tout, tu vois. Non seulement ses personnages sont
magnifique. Mais Keeve, il n'y a pas mieux que lui pour dessiner Keeve C'est vrai. Travis. Ou le Tran d'Ocean aussi, hein, Le c'est Tran quand d'Ocean. même vraiment beau. Là. Ah ouais, mais alors il y a ça, il y a alors mais tout est beau quoi. Les nameless sont magnifiques par Arnon Ito. Ouais. Les huttes magnifiques, les vaisseaux, tout est superbe et ce qui est énorme, c'est que les splash pages, il en fait beaucoup, plus que les autres d'ailleurs, je trouve. Elles sont superbes. Ces phases d'action sont ultra dynamiques. Franchement, les bastons, quand c'est lui qui dessine, c'est excellent. Il y a le passage où justement Lycos se bat contre les Jedi en début de tome là. T'as un moment où Lycos saute sur le vaisseau en mode très manga, tu vois. C'est un saut improbable, tu vois. Et j'adore. Lournadi, elle est magnifique. Bah, on se rappelle, c'est Georges Gentil qui avait massacré Lournadi. Sa première apparition en visuel comics, c'était par lui, c'est terrible. Là, Lournadi, elle est magnifique en mode. C'est pas une Twilight sexualisée. Terrifiante, là, en fait. C'est voilà. voulu que le personnage soit repoussant. C'est repoussant. C'est magnifiquement dessiné, mais oui, c'est voulement repoussant. Je trouve ça excellent qu'ils ne sont pas partis sur une Twilight ultra sexualisée. Ouais, mannequin comme on est habitué. Voilà. Mais voilà, comme tu disais, Jimto, je trouve qu'il fait le taf. Il est moins bon, mais pas de beaucoup. Moi, je trouve qu'il pêche surtout sur les visages de Keeve, qui est d'une mocheté, par contre. Alors, attends, il faut que je te montre deux, trois planches. Et, quand elle est sur Keeve, mais juste Keeve, hein, le reste, ça va. Je trouve très, très moyen, on va dire. Je trouve que Keeve, il ressemble à rien. Mais voilà, à part ça, le reste, ça va. Tu vois, la hutte est très bien. Là, voilà, je te montre Keeve, vite fait. Ouais, ben c'est très différent, effectivement, des autres dessins. Bon, là, évidemment, c'est une version plus jeune là, de Keeve. Ah, c'est vrai, il y a cette excuse-là. Ok, mais pas que. Puis il y a la coupe de cheveux, il a du mal avec les dreads. Là, tu vois, sa splash page, je sais pas, elle manque d'impact, tu vois. Elle manque de. On n'a pas parlé de ce personnage aussi, mais c'était très intéressant, pareil, en homme de main des huttes. Voilà, c'est drôle, parce que c'est rare qu'on ait un personnage qui change de coupe de cheveux aussi souvent au fil des années, des séries, tout ça. Puis, dans un des numéros, ben là, c'est par Ario Anindito, mais bref, sur la même page, on a un flashback. Donc, c'est ça, on a plusieurs versions de Keeve Trennis et c'est quand même très cool parce que c'est tellement bien dessiné qu'on reconnaît très bien le visage malgré des coupes de cheveux à l'opposé. Parce qu'il y en a un, elle a un mohawk. L'autre, elle a quand même comme tu disais, des dreads là, assez longs. Fait que bref, moi, je trouve que c'est une démonstration de talent que c'est ça qu'on puisse aussi bien reconnaître le personnage malgré des vêtements et des coupes de cheveux, mais 100% différentes. Là. Ça m'a quand même impressionné. Ouais, non, c'est vraiment très très correct. Et pour finir sur Cresta, donc Cresta qui a fait donc la fin du tome et le one shot, mais pareil, moi je la trouve très très bien, très dynamique dans ses combats aussi. Il y a peut-être ça, voilà. Encore une fois, c'est Keeve, les visages de Keeve. On ressent quand c'est l'un ou l'autre ou le troisième dessinateur. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence, mais juste sur ce personnage-là, c'est quand même bizarre. Là, regardez, je vous mets le visage de Keeve par Marika Cresta. C'est très correct, il n'y a pas de souci. Mais c'est constant dans son style. Dans le sens que, mais tu as raison, c'est quand même assez différent des autres dessinateurs. Ouais. Voilà. Et puis on verra, c'est le même style qu'elle a à la fin dans le one-shot. Bref, mais à part ça, c'est pas gênant. Moi, ce que je me demandais, c'est 3 dessinateurs pour un tome. Est-ce que ça t'a pas trop dérangé, toi? Ouais, ça me fait sérieusement chier. Je le dis poliment, là, parce que je pourrais être beaucoup moins poli. Certains connaissent mes capacités en la matière. Mais écoute, c'est d'autant plus frustrant, je trouve, quand il y en a un que c'est talentueux, comme du Ario Anindito. C'est un peu comme quand on avait des albums puis que tu avais Marco Keketto, qui pour moi est vraiment là, ne fait que pratiquement que des chefs-d'œuvre. Et puis là, tu passes à l'autre numéro, tu tombes sur un Georges Gentil, tu te dis non, mais qu'est-ce que c'est bon. Fait, mais par contre, là, comme je disais, le clash est moins dramatique que dans la phase 1 où est-ce qu'on passait de Georges Gentil à Ario Anindito. Cette fois-ci, je trouve que c'est quand même moins pire. J'ai pas détesté les autres dessinateurs. Puis c'est toujours le même le même coloriste. Je cherche. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a un coloriste pour tout le tome et il fait du très très bon taf. Jim Campbell. Et ouais, comme tu dis, exact, c'est coloré quand il faut, des changements d'ambiance, parce que, tu sais, par exemple, des fois, on est sur le pont du vaisseau, le Gios, hein, c'est ça?
Parfois, c'est ça sur la planète avec les huttes, à la fin dans la jungle, plus sombre, tout ça. Donc, bref, les flashbacks. Fait que non, vraiment, là, visuellement, c'est très beau. L'histoire est très intéressante. Comment dire, même comme tu l'as mentionné, on a des flashbacks de justement retour en arrière un petit peu sur comment dire, la fin de la phase 1. L'écrasement, puis bon, les suites de la phase 1. Puis même ça, je trouve, c'est intéressant. Ça nous en donne un petit peu plus sur ces événements-là, parce qu'on a eu dans des romans, on en a eu dans les comics jeunesse, puis c'est ça, je trouve, ici, c'est super. Puis même, visuellement, fait que bref, c'est ça. Chapeau, moi, je trouve, c'est tout l'opposé de l'album jeunesse de la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai que tu as du mal avec l'artiste du jeunesse, ouais. Mais écoute, ouais. Moi, j'ai terminé niveau artiste, niveau dessin. Donc du très très bon, effectivement. Une petite mention sur les covers, vite fait, avant de raccrocher. Oui, les covers, les régulières par Phil Noto, t'en as pensé quoi, Francis? Ben écoute, à chaque fois, évidemment, les auditeurs ont trouvé qu'on se répète. Phil Noto, je crois que moi, je trouve que c'est pas si clivant, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est pas comme certains dessins. Ben, justement, celui des comics jeunesse, là, aide-moi, j'ai plus son nom en tête. Pour les covers ou les Tolibao, là. Tolibao, ouais. Là, je trouve ça beaucoup plus clivant. Phil Noto, je trouve ça beaucoup plus. Il y a un petit côté photoréaliste, pastel, etc. Bon, on est habitué avec Star Wars parce qu'il fait des comics depuis le jour 1 du canon, là, 2015, fin 2014. Il fait certains albums en totalité. Je crois que l'album, par exemple, sur Chewbacca, là, en 2015, c'était lui qui l'avait fait en totalité. Fait que c'est ça. Mais si on n'aime pas, je peux comprendre qu'on soit tanné parce qu'il fait beaucoup de comics, même plusieurs romans, plusieurs couvertures de romans. Donc, c'est ça. Mais moi, je trouve ça cool. J'aime beaucoup ce style-là. Peut-être, si on pourrait y reprocher que c'est souvent un petit peu pastel, un petit peu palotte. Une espèce de couleur. Un peu molle, là, bon. Mais ça, c'est son style. Fait que, écoute, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça. Moi, ça m'apparaît quand même vendeur. Puis, mais je sais que tu as quelques variantes intéressantes à nous montrer. Oui. Déjà, pour pareil, un Phil Noto, nickel, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup aimé qu'ils utilisent la numéro 2, que j'aime beaucoup. Hein. J'adore le Nameless par Phil Noto. Il est magnifiquement horrible, qui est utilisé en 4e de couverture chez Marvel, donc j'imagine chez Panini aussi. Et donc celle-là aussi avec la réflexion de Keith dans l'œil de skier, j'aime bien le concept et tout, même si encore une fois tu disais hein, la couleur est un peu palotte. Et niveau variante, mais encore une fois, une pléthore de variantes, c'est un truc de fou. Et là c'est cool parce que cette fois, si contrairement au tome jeunesse, ils ont tout mis, ou la plupart on va dire. Ils ont mis notamment, là on la voit, ils appellent ça la connecting variant, donc c'est les variantes que quand tu les colles à côté, ça te fait... Un peu comme une murale continue, là. Voilà, et donc là je trouve Ki est magnifique, Skir est magnifique, nous en a aussi. C'est par, je vois pas là, Miko Suayan et Brian Reber, voilà, donc big up à eux, superbe. Puis bon, voilà, après t'as Annie Yu qui est toujours là pour des variantes, t'as quelques variantes sympas, David Marquez aussi là. Alors par contre, il y a des variantes qui servent à rien, donc parce qu'il y a Belle Zetifar avec sa chaîne Ember qui est là. Ouais, alors aucun rapport avec l'album. Voilà, là pareil, t'as Ahsoka, elle est très belle, hein, mais aucun rapport. Voilà, t'en as une, voilà, Giuseppe Camuncoli, hein, qui est très Camuncoli, pardon, qui est très connu aussi. Voilà, qui fait un très beau skier. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de tenir le fond, ça aurait été très bien avec un autre fond, voilà, mais c'est pas grave, là, ça t'as encore Lourna, vraiment des superbes variantes. Par contre, voilà, alors, je digresse, je suis désolé parce qu'on est déjà à 1 heure, mais je suis allé dans un comic shop là, et justement, il y avait les floppies qui vendaient, et il y a, cette année, ils ont fait 25 variantes de l'épisode 1, pour les 25 ans de l'épisode 1, sur des numéros, mais complètement random, dans la Haute République. Donc, tu as la République avec Obi-Wan et Qui-Gon sur la couverture. Alors, elles sont très belles, hein, mais ça sert vraiment à rien. Quoi. Et je trouve ça moi, nul. c'est des concepts que je comprends pas. Là, ça n'a aucun intérêt. Je suis pas familier avec le monde des comics autres que Star Wars. Là, donc. Voilà. Parce que tu vois, la Ahsoka, j'ai pas envie d'acheter un comics avec Ahsoka. Elle est magnifique, la Haute République, mais avec Ahsoka. Voilà, ça sert à rien. Quoi. Gardez-la pour justement le comics Ahsoka. Bref, c'est un détail. Par exemple. Voilà. Et voilà, bon, on va conclure ça, mais avant de conclure, une petite note, allez, une petite note. Tu nous avais donné quoi déjà pour la phase 1
Ça variait de 16 pour le 1 et le 3 à 14 pour le deuxième, comme j'avais dit que je trouvais qu'il y avait un petit creux là, de l'histoire de l'alliance avec les Hutt, puis tout ça, là, bref, la Marshall là, qui était partie en guerre Avar, bref, contre les Deminger. Écoute, j'hésitais beaucoup là, pour celui-ci. Entre du 16-17, écoute, je crois que je vais y aller avec du 16,5, tiens. C'est pas mon habitude de donner des noms entiers, là, mais voilà. Ok, donc 16,5 une fois, 16,5 deux fois. Ok. Perso, moi j'avais donné, là j'ai noté tout ça. Donc la phase 1, j'avais fait 18, 17, 17, sachant que les 2 17 de tome 2 et 3, c'était bien à cause de Georges Gentil, hein, malheureusement. Mais bon, ça restait du très bon. Ça reste une très bonne note pour du Georges Gentil. Ouais, voilà, c'est les meilleures notes qu'il y aura jamais, mais j'étais peut-être un peu trop généreux, mais c'est sûrement Cavan Scott qui a sauvé le truc. Et la phase 2, j'avais mis 2,18, parce que moi, pareil, et c'était quasiment que du Nardito aussi, donc j'avais adoré ses dessins, et puis Cavan Scott, toujours pareil. Et là, donc, je vais lui mettre un 17 aussi, parce que, moi, Cavan Scott m'a encore une fois conquis, mais là, voilà, c'est des dessins tantôt excellents, tantôt un cran en dessous quand même. On peut descendre la note, donc ça reste du très 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 bon. Bon, les complétistes, on sait, le prendront. On le conseille quand même pour ceux qui ont lâché la Haute République avec la phase 2. Si vous n'avez lu que la phase 1, enchaînez avec ce tome-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir connaissance, même s'il y a des clins d'œil à la phase 2, c'est pas gênant. Donc rattaquer la Haute République avec la phase 3 et ce tome-là. Et pour info, j'ai noté, ce tome aura évidemment une suite, suite au cliffhanger du tome, donc qui s'appellera dans phase 3, tome 2, une grande surprise, qui sortira chez Panini le 19 mars 2025. Et par contre, ça sera le deuxième et dernier tome, alors que la série jeunesse, elle continue en phase 3 avec plus de 15 numéros, là ils en sont à 14-15 de réquisitionnés déjà. Et là, celui-là, il finira en 10 numéros, ce qui est surprenant parce que la phase 1 avait 3 tomes, soit 15 numéros, quoi. Donc, moi aussi, ça m'a surpris. En fait, c'était censé être le cas aussi pour les aventures, là, pour la série plus jeunesse, puis comme une extension d'annoncer. Donc, encore là, je ne comprends pas pourquoi. Écoute, il faut croire qu'ils ont des bons chiffres de vente, parce que j'aurais vraiment préféré que cette série-là soit plus longue plutôt que la jeunesse, mais bon. Bah oui, voilà. Non, c'est surprenant. Alors, on espère, je sais pas, des annonces. Mais non, parce que je crois que le 10e a été rec, et puis il était annoncé comme le dernier de la Haute République phase 3. Donc, on verra. En espérant des mini-séries et qu'on sort, quoi. Bref. Ouais. Donc, voilà. Écoute, est-ce qu'on en a terminé avec nos critiques? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui, non. Écoute, t'as pas mal tout dit. Comme je vais résumer en disant un bon départ pour la phase 3. Ouais. Voilà, c'est pas non plus, c'est ça, un 16 sur 20, c'est pas non plus un chef-d'œuvre dans le sens que c'est ça. On l'a dit, il y a quelques points. Même scénario, c'était très bon. C'est pas non plus à se péter la tête dans le mur, comme on dirait ici. Bref, c'est pas non plus là, un chef-d'œuvre. C'est ça. C'est un bon départ, transition, retour au présent, là, après une phase 2 qui en aura déçu aussi certains. Fait que bref, c'est ça. On verra. On fera un petit bilan quand on aura le deuxième volume. Voilà. Et oui, on l'a pas mentionné, niveau dessin et scénario, mais révélations anecdotiques. Hein, vraiment, si c'est oui, ça, écoute, moi, les révélations, voilà, quand c'était pour clore des séries qui duraient depuis 4-5 ans, je trouve que ça fait du sens, ou introduire la prochaine série qui commence, surtout des séries ongoing. Tandis que là, que ce soit celle-là de la Haute République, ultra anecdotique, on en a une par exemple sur Django Fett, qui est une mini-série en quelques numéros. C'était-tu vraiment nécessaire? Celle sur Mace Windu, c'est ça. Bref, là, je trouve que je vois pas l'intérêt de mini-histoire de 3, 4, 5 pages, 6 pages dans le cas de la Haute République. Opportuniste. C'est ça. Okay. Bon, écoute, c'est pas ça qui va nous faire acheter l'album, c'est tout le reste, par contre. Non, c'est ça. Écoute, avant de nous quitter, est-ce que tu veux nous rappeler les émissions à venir? Qu'est-ce qu'on a de prévu sur dans le fond, comme tu disais, ça va être un décembre occupé. Là, du côté de la littérature, le prochain, ça va être le roman Glace Abyss. Évidemment, par après, il va y avoir le roman, pas le roman, l'audio-drama, comme tu as dit, qui sort
incessamment là, sur, bon, ben, encore une fois, Lournadi, hein, qui est un peu l'héroïne du premier audiodrama de la phase 1 là, de Cavan Scott aussi. Fait que bref, Tempest Breaker, hein, si je me souviens bien. Ouais, excellent. Disons que juste le titre nous donne certaines attentes, ou bref. Fait que bien hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en BD, il va y avoir celle de Mace Windu et celle de Tron Alliance. Que bon, on verra aussi comment qu'on s'organise tout ça. Il faut avouer que Tron Alliance, c'est une adaptation d'un roman, d'une partie en fait du roman. Je sais pas, tu sais, côté scénario, ça va être vite fait, là, parce que c'est le roman de Timothy Zahn. Fait que voilà. Mace Windu aussi, c'est quand même très léger comme mini-série. Là, donc, dessiné par Georges Gentil, donc j'ai hâte de critiquer ce non, mais là, tu vends déjà un peu notre appréciation au niveau graphique au moins. Non, mais écoutez-nous sur Mace Windu, on va bien rigoler, je pense. Et c'est pas mal ça, hein, pour au moins d'ici la fin de l'année. Puis, ben, évidemment, on tombe dans Skeleton Crew. Donc, bon, ça va évidemment beaucoup d'épisodes sur ça. J'essaie de passer, je crois qu'il y a un collector en préparation aussi côté nord-américain, on va dire, là, au Québec. Mais bref, c'est pas mal ça qui s'en vient pour les auditeurs. Énormément d'heures d'écoute, encore une fois, dans nos oreilles, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben, moi, si je peux, parce que, tu sais, évidemment, les épisodes, les intérêts vont différer, tout ça, mais ça peut être justement, là, quand vous venez d'écouter Skeleton Crew, regardez notre épisode, ou, tu sais, par exemple, le lendemain, en vous rendant au travail, après avoir écouté l'épisode, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant, d'avoir l'avis d'autres personnes après mon visionnement. Fait que je vous invite à faire le même. Ok. Eh ben voilà. Écoute, on va raccrocher tout ça. Hein. Donc, c'est avec ces critiques, ma foi, un petit peu dithyrambiques quand même ce soir, qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct. La voix du fandom Star Wars, comme toujours, depuis 48 ans. Je ne sais plus combien exactement. Ouais, peut-être pas, là, mais là, je crois que ça va faire 22 ans. Ouais, c'est 2001, on est. Ouais, ben, en fait, plus que 22 même. Voilà. Ben, en tout cas, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des critiques, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. On a un peu tout. On est sur YouTube, on est sur Discord surtout, on est sur X, sur Twitter, sur Blue Sky. Venez en discuter avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas aimé ce tome-ci, par exemple, ça serait intéressant d'en discuter. Mais n'oubliez pas les pouces, les cloches pour augmenter la visibilité de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces émissions, surtout les littératures. C'est un peu les émissions les moins visionnées, on va dire. C'est vraiment une niche de la niche de la niche, donc c'est compliqué de se faire de la visibilité. Donc, s'il vous plaît. Ouais, c'est moins momentané. C'est aussi des épisodes que vous pouvez écouter dans un an quand vous avez lu ce dont on vient de parler, ou est-ce que, effectivement, quand c'est les films, les séries télé, c'est plus sur le moment. Mais moi, c'est surtout vos avis qui m'intéressent. Donc, venez nous donner votre avis sur votre lecture. Ça sera peut-être que vous allez être en complète opposition avec nous, puis c'est bien correct. C'est justement très intéressant de vous lire. C'est ça qu'on apprécie. Et voilà, de la part de toute l'équipe de mon ami Francis, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fan Star Wars, et que la force soit avec vous.